Le naturalisme de Léry, il faut pas mal de guillemets là aussi autour du mot naturalisme, dans ses racines religieuses, ne va sans doute pas plus loin que celui de l'Évangile, exaltant la simplicité de cœur et affirmant, comme vous le savez, que pour entrer dans le royaume des cieux, il faut ressembler à un petit enfant. Donc il n'y a rien de très spectaculaire dans l'idée d'aller chercher chez le bon sauvage. Toute la réforme française, tout le protestantisme français, a été dominé par l'idée d'un retour aux origines et au texte. C'est ce qu'il y a de commun avec un certain aspect d'ailleurs de l'humanisme, Montaigne étant le représentant de l'humanisme, celui qui veut remonter au fondamental en se débarrassant donc de toute une strate de la pensée occidentale. Jean de Léry, en exaltant le bon sauvage, ce qui n'empêche pas d'ailleurs dans son livre de citer les traits du mauvais sauvage, il y a tout un rapport sur lequel il faudrait beaucoup de temps, mais qui montre qu'il faut beaucoup nuancer le propos, a surtout stigmatisé par le bon sauvage, le mauvais civilisé, plutôt qu'inventer les mérites d'une nature qui s'avait corrompue au Brésil comme ailleurs. Montaigne reprend le même thème pour l'exploiter à peu près de la même façon. Ces cannibales ont surtout le mérite de lui permettre de critiquer la prétendue civilisation de ses fanatiques contemporains. C'est le fameux passage que je viens de vous lire. L'idée défendue notamment jadis par Gilberto Frère, dans une préface à un livre de 1940, selon laquelle les protestants européens ou influencés par le protestantisme ont eu au début une vision plus romantique que les catholiques de l'Indien américain, ne me paraît pas si féconde que ça. Elle est surtout fondée en fait sur l'opposition assez circonstancielle entre le gentil Léry, le fin Léry, et le méchant et l'insensible André Tévé, qui est donc l'autre narrateur de l'histoire de Villegaignon. Alors il y en a un qui est protestant, l'autre catholique, mais en tirer une espèce d'esprit du protestantisme qui aurait été plus favorable au bon sauvage me paraît une hypothèse, disons, un petit peu rapide. De même, malgré ses immenses qualités, le renvoi constant dans un texte par ailleurs absolument génial de Michel de Certeau, publié dans Écrire l'histoire, il y a presque 30 ans, très exactement 30 ans, 1975, a une relation à la religion, laisse quelque peu sceptique. Je vais vous citer de Certeau, un passage qui n'est pas justement celui que j'aurais envie de citer, mais qui est important pour notre propos. Ce travail transporte sur le Nouveau Monde l'appareil exégétique chrétien qui, naît d'une relation nécessaire avec l'altérité juive, s'est appliqué tour à tour à la tradition biblique, à l'Antiquité grecque ou latine, à bien d'autres totalités étrangères encore. Une fois de plus, de la relation à l'autre, il tire des effets de sens. L'ethnologie va devenir une forme de l'exégèse qui n'a cessé de fournir à l'Occident moderne de quoi articuler son identité dans un rapport au passé ou au futur, à l'étranger ou à la nature. Alors, cette relation, quand je disais, me paraît devoir être nuancée, mécanique entre religion, ethnologie, est quelque chose sur lequel je pense qu'on pourra revenir. Hypothèse séduisante, d'ailleurs, par lequel, il faut le reconnaître, une génération, presque 2 générations de chercheurs et d'historiens ont découvert Léry, parce qu'on a beaucoup d'entre nous ont découvert Léry par Michel de Certeau, via Lévi-Strauss, bien sûr. Et c'est une hypothèse qui paraît partielle, que sous l'influence du repas eucharistique, le banquet rituel des Indiens puisse être interprété comme un processus de signification, ça, je crois que personne n'en doute, n'empêche pas qu'il soit effectivement consommé. Donc la phrase de Certeau a quelque chose d'incomplet. Ce que le cannibale, pour terminer là-dessus, permet au discours de Montaigne, c'est d'abord de composer, je le disais de Léry, mais c'est encore plus vrai de Montaigne, à l'intention de ses contemporains, historiographes, ou ce qu'on appelle à l'époque cosmographes, c'est-à-dire, on dirait aujourd'hui, géographes de la mondialisation, si on prend l'expression de Serge Grosinski, qui sont expressément visés dans le chapitre des cannibales. Donc, à leur intention, il veut essayer de faire un discours sur la méthode, c'est pour ça que j'ai commencé par là, un traité sur la façon d'écrire l'histoire. En se livrant à ce genre d'exercice, Montaigne ne fait guère preuve d'une grande originalité, je l'ai dit. Il se contente simplement d'exploiter la mode alors florissante de l'historiographie, mode que d'une façon générale, l'humanisme érudit des 40 dernières années du siècle, du XVIe siècle, venait de relancer et qui trouvait par ailleurs un élément extrêmement favorable dans l'actualité.
L'une des inspirations de Montaigne, qui n'est à ce jour jamais étudiée, je me propose d'ailleurs de le faire prochainement, et son précepteur, qui est un Écossais, qu'on a un peu plus oublié, sauf dans le monde écossais, qui s'appelle George Buchanan, qui est un poète écossais extrêmement important dans la naissance de la nation écossaise, et qui fut aussi enseignant à l'université de Coimbra au Portugal, où il fut d'ailleurs condamné par l'Inquisition pour propos déviants, et donc il s'est intéressé via le Portugal au Brésil, bien avant Montaigne. Or, chose troublante, il a été son précepteur. Et il annonce le texte de Montaigne dans un texte de 1568, donc bien antérieur, qui s'appelle en latin « In colonias brasiliens vel sodomitas », on voit l'interprétation, « a lusitanis missos in Brasiliam », où il défend que l'horreur du cannibalisme pâlit devant la perversité des colonisateurs et leur maudite obscénité. Donc c'est un texte extrêmement intéressant qu'il faudrait, je trouve, rapprocher plus que de Montaigne. Alors,